Je m'appelle Evelyn Monroe. J'ai 28 ans, et l'année dernière, je suis morte. Enfin, techniquement, non, mais pendant toute une nuit, les personnes en blouse blanche ne s'attendaient pas à ce que je m'en sorte. Ils se sont regroupés devant ma chambre de soins intensifs, parlant dans des murmures cliniques des pressions intracrâniennes et des fractures du crâne. Les moniteurs bipaient, des tubes s'entremêlaient autour de mes bras. Mon visage était enflé et méconnaissable. Mon cerveau était contusionné, mais j'étais toujours là, silencieuse, piégée, écoutant. Quelqu'un avait appelé mes contacts d'urgence. Clarence et Ivy Monroe sont arrivés juste après minuit. Je ne les ai pas vus, bien sûr. Je ne pouvais pas bouger, mais je les ai entendus. J'ai entendu les talons de ma mère claquer trop vite sur le carrelage. J'ai entendu mon père demander au neurologue, de quel genre de dépenses parlons-nous ici? Il y a eu une longue pause. Le médecin, le docteur Khan, comme je l'apprendrai plus tard, a répondu avec précaution. Nous avons besoin de votre consentement pour opérer. Il y a un risque élevé de lésions cérébrales secondaires sans intervention. Êtes-vous ses tuteurs légaux? La voix de ma mère a baissé d'une octave. C'est compliqué. Elle n'est pas biologiquement la nôtre. Mon père a clarifié, les formalités n'ont jamais vraiment été finalisées. Un mensonge. L'adoption était légale depuis plus de 20 ans. Le docteur Khan a hésité. Mais elle vous a tous les deux inscrits comme contact d'urgence. Elle n'est pas notre responsabilité, a dit Ivy, sa voix aussi tranchante que le givre. Nous avons fait ce que nous pouvions pendant des années, mais nous ne lui devons rien maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'allais pas mourir, pas à cause de la médecine, pas à cause de miracles, mais parce que je refusais de laisser cela être ma fin. Quelques heures plus tard, l'infirmière Céleste a appelé Noah, ma cofondatrice, ma meilleure amie, et ce qui se rapprochait le plus d'une sœur pour moi. Noah n'a pas hésité. Elle est arrivée en avion de Boston, a signé les documents, s'est battue pour chaque procédure. Elle est restée à mon chevet. Elle s'est assurée que je n'étais pas seul. À la fin de la semaine, je respirais sans le ventilateur. Mon cerveau s'était stabilisé. Je n'étais pas pleinement consciente, mais j'étais là, vivante. Les Monroe ne sont pas revenus, mais ils se sont présentés chez ma grand-mère Lorraine le vendredi suivant. J'ai regardé les images plus tard, Clarence faisant les 100 pas sur le porche, Ivy tirant sur ses perles, impatiente avec le serrurier. Delilah, ma sœur par la loi et par silence, se tenait maladroitement derrière eux, son expression illisible. Ils étaient venus réclamer ce que Lorraine m'avait laissé, mais la porte ne s'est pas ouverte pour eux. Ils n'ont trouvé ni meubles, ni héritage, ni clé, juste une seule lettre qui attendait sur la table de la salle à manger, une lettre qui allait ruiner tout ce qu'ils avaient essayé de préserver. Nous vivions dans une maison coloniale blanche, dans une rue tranquille de Saratoga Springs, le genre avec des hortensias devant et des volets parfaitement symétriques assortis à la boîte aux lettres. De l'extérieur, nous ressemblions au genre de famille qui envoie des cartes de vœux avec des tenues assorties, et c'était le cas. Clarence et Ivy Monroe, mes parents, étaient des piliers de la communauté. Ils portaient des costumes 3 pièces même le samedi et avaient un rire qui résonnait dans les galas de collecte de fonds. Elle organisait des garden parties et faisait des compliments qui ressemblaient davantage à des critiques. Ensuite, il y avait Delilah. Blonde, brillante et impossible à ne pas aimer. Même ses caprices ressemblaient à des déclarations d'esprit. J'étais la plus calme, celle qui suivait les règles, celle qui classait ses dossiers par couleur et disait le s'il vous plaît sans qu'on le lui rappelle. Sur chaque photo d'école, la tête de Delilah était inclinée comme si elle possédait le cadre. La mienne était toujours légèrement décentrée, souriant juste assez. Delilah avait la plus grande chambre. Elle avait le dernier cookie. Elle avait la place près de la fenêtre à chaque vacances en famille. Mes dessins étaient rangés dans des tiroirs, les siens trônaient fièrement sur le réfrigérateur jusqu'à ce que le ruban adhésif lâche. Une fois, j'ai demandé pourquoi c'était toujours elle qui choisissait le restaurant le vendredi soir. Ta sœur a besoin de plus d'encouragement, avait dit Clarence. Toi non. Quand j'ai gagné le concours régional d'orthographe en 5e année, Ivy a à peine levé les yeux de son thé. Bien sûr que tu l'as fait, a-t-elle dit. Tu réussis toujours bien. Je pensais que cela signifiait que j'étais leur préféré. Qu'être facile, fiable, efficace signifiait que j'étais aimé. Mais l'amour ne devrait pas ressembler à une performance. La vérité est venue quand j'avais 12 ans. Il était passé minuit, et j'étais descendu en douce pour un verre d'eau. Leur voix flottait depuis la cuisine, vive, tendue. Tu as toujours favorisé Delilah, a claqué ma mère.
C'est comme si tu essayais de compenser le fait qu'Evelyne n'est pas vraiment la tienne. Elle n'est pas la tienne non plus, Ivy, a répondu mon père. Nous avions convenu que nous ne la traiterions jamais différemment. Le verre a glissé de mes doigts et s'est brisé sur le carrelage. Silence. Puis des pas. J'ai couru à ma chambre et j'ai plongé sous les couvertures juste avant qu'Ivy n'ouvre la porte. Elle est restée là un instant, à regarder, puis a fermé la porte sans un mot. Le lendemain matin, j'ai remué mes céréales lentement, attendant. Je vous ai entendu hier soir, ai-je dit. Clarence n'a pas levé les yeux de son journal. Ivy a versé son café. Je sais que je suis adopté. Il y a eu une pause. Ivy a souri de ce sourire serré, immaculé, qui n'atteignait jamais ses yeux. Ne sois pas ridicule, Evelyne. Tu as dû rêver. Et ce fut tout. Pas de confirmation, pas de démenti. Juste de la manipulation mentale et un petit déjeuner comme d'habitude. Ce fut le jour où j'ai appris que la vérité comptait moins chez nous que sa mise en scène. Après cela, j'ai essayé plus fort. Plus fort pour être parfaite. Plus fort pour être indispensable. Plus fort pour gagner ce qui aurait dû être inconditionnel. Car si je ne pouvais pas être aimé pour qui j'étais, peut-être que je pourrais être gardé pour ce que j'accomplissais. Après cette nuit dans la cuisine, je suis devenu obsédé par la réussite. Pas seulement de bonnes notes, des notes parfaites. Pas seulement des trophées et des titres d'État. Je ne voulais pas seulement que mes parents le remarquent, j'avais besoin qu'ils me regardent et voient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. J'ai obtenu mon diplôme major de ma promotion, j'ai prononcé le discours de fin d'études dans un blazer bleu marine impeccable qu'Ivy avait choisi mais qu'elle n'avait jamais complimenté. Je suis entré au MIT avec une bourse complète. Quand j'ai appelé à la maison, Ivy a dit, « Eh bien, tu as toujours été efficace. » À la remise des diplômes, ils sont venus. Clarence a applaudi exactement 3 fois pendant mon discours. Ivy a porté des lunettes de soleil pendant toute la cérémonie, même à l'intérieur. Ils ont souri pour la caméra, ont serré la main à mes professeurs, et sont partis tôt pour des réservations de dîner avec Delila. Cela n'avait pas d'importance. Je construisais quelque chose de plus grand que leur approbation. À 22 ans, j'ai cofondé une start-up de technologie de la santé avec Noah, ma meilleure amie de l'université. Nous avons conçu un logiciel de diagnostic capable de détecter des maladies rares à partir de modèles vocaux et de mouvements oculaires, quelque chose de rapide, d'accessible, d'humain. L'entreprise a décollé, des investisseurs, des panels, des articles dans Forbes. Mes parents ont assisté au gala de lancement. Clarence a porté un toast sur l'éducation de filles leaders. Ivy portait ses perles et m'a appelé Evelyne Grace toute la nuit, comme si j'étais un CV devenu réalité. Une seule personne m'a toujours vu comme plus que ce que je produisais, Mamie Lorraine. Elle vivait à Albany dans une victorienne grinçante pleine de livres et de l'odeur de cannelle. Veuve jeune, elle avait élevé Clarence avec une voix ferme et des yeux doux. Elle m'invitait chaque été à partir du collège, après que j'ai appris l'adoption, et m'a fait une place d'une manière que personne d'autre n'a faite. « Tu lis comme ta mère », a-t-elle dit un jour, en me tendant une copie abîmée de Jane Eyre. Toujours perdu dans tes pensées, mais d'une intelligence féroce. J'ai demandé qui était ma mère. Elle a fait une pause, puis a dit, quelqu'un qui t'aimait beaucoup, mais qui n'était pas prête. Un jour, je te raconterai tout. Le 20 jours continuait d'être repoussé. Puis vint le Thanksgiving d'il y a 3 ans. Nous étions tous là, moi, Delila, Clarence, Ivy, et Lorraine, qui était devenue plus mince mais non moins vive d'esprit. La conversation s'est orientée vers le financement de série A de mon entreprise. Lorraine rayonnait. J'ai toujours su qu'Evelyne ferait quelque chose d'extraordinaire. Elle a toujours été déterminée à faire ses preuves, a répondu Ivy en sirotant son vin. Je l'ai fixé du regard. C'est ce que vous pensez que j'ai fait? N'est-ce pas, a dit Clarence. La plupart des enfants adoptés passent par une phase de surperformance. C'est courant. Delila a laissé tomber sa fourchette. J'ai posé ma serviette. Vous l'avez nié pendant des années. Nous pensions que c'était mieux ainsi, a dit Ivy, passant déjà à la sauce au canneberge. Lorraine a frappé sa main sur la table. Ça suffit, Ivy. Mais ce n'était pas le cas. Je me suis levé. Ma voix tremblait. Vous ne m'avez jamais voulu. Vous vouliez une fille qui vous fasse bien paraître, pas une qui ait besoin de vous. Puis je suis parti. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu au message.
J'ai changé de numéro. Lorraine était la seule que je voyais encore tous les dimanches sans faute. Elle était le dernier endroit qui me semblait encore être ma maison. Il pleuvait la nuit où tout a changé, ce genre de pluie douce et constante qui transforme les routes familières en miroirs flous. Je suis resté trop tard au bureau. Nous préparions une mise à jour majeure, et je ne voulais pas la laisser inachevée. Noah m'a dit de rentrer vers 20h. Je n'ai pas écouté. À 15 minutes de mon appartement, une voiture a brûlé le feu rouge à Holston dans le Maine. On m'a dit plus tard qu'elle avait percuté le côté conducteur à 96 km/h. Je ne me souviens pas du bruit, seulement du silence après, celui qui bourdonne comme une tonalité de téléphone fixe dans votre tête. On m'a dit que les ambulanciers avaient dû me découper des débris, que mes côtes étaient fracturées, ma clavicule brisée, que j'avais une hémorragie cérébrale et une pression derrière les yeux. J'étais inconsciente lorsque je suis arrivé aux urgences, et c'est là que je suis resté, immobile, intubé, seul. À 2h12 du matin, l'hôpital a appelé les contacts d'urgence dans mon téléphone, Clarence et Ivy Monroe. Ils sont venus. Ils m'ont regardé, couverte de sang et de machines, puis ils sont partis. Elle n'est pas vraiment notre fille, a dit Clarence au médecin traitant. C'était informel. Les documents n'ont jamais abouti. Elle n'est pas notre responsabilité, a ajouté Ivy. Nous ne pouvons rien autoriser. Ils n'ont pas demandé si j'avais mal. Ils n'ont pas demandé ce dont j'avais besoin. Ils ont demandé les coûts. Sans leur autorisation, l'opération ne pouvait pas avoir lieu. C'est alors que l'infirmière Céleste est intervenue. Elle a appelé Noah. Noah est arrivé 1 heure plus tard, trempé et les yeux écarquillés. Elle a signé les formulaires de consentement. Elle a appelé l'avocat de notre entreprise. Elle s'est assise à côté de mon lit, lisant nos propositions de projet comme si j'étais toujours dans la salle de conférence avec elle. Céleste a vérifié mes signes vitaux et m'a chuchoté des nouvelles à chaque changement de quart. Elle a mis de la musique que je pourrais aimer. Elle a dit, tu n'es pas seul. Bien que légalement, j'étais une Monroe, mais cette nuit-là, mes parents ont dit à l'hôpital que je ne l'étais pas. Ils ont choisi le mensonge qui leur a permis de partir, et j'aurais pu mourir avec ce mensonge si ce n'avait pas été pour Noah, Céleste, et le genre de famille que l'on n'hérite pas, que l'on construit. Me réveiller a été comme être traîné à travers du verre. Ma gorge brûlait à cause du tube respiratoire. Mes membres refusaient de coopérer, et la douleur dans ma tête venait par vagues auxquelles je ne pouvais pas me préparer. Tout faisait mal, mais j'étais vivante. Noah était là quand j'ai ouvert les yeux. Céleste aussi, tenant une débarbouillette chaude et chuchotant, et « tu as réussi ». Je ne pouvais pas parler, mais j'ai cligné des yeux une fois. C'était suffisant. Elles sont restées. Le rétablissement a été lent. Je ne pouvais pas m'asseoir sans vomir pendant des jours. Même cligner des yeux trop vite faisait tourner la pièce. Mais j'ai persévéré, car au fond de moi, sous les contusions et les os brisés, je me souvenais. Je me souvenais de mes parents qui partaient. Une semaine après mon transfert dans un service plus calme, Noah a apporté des nouvelles, Lorraine était décédée paisiblement dans son sommeil 6 mois plus tôt. Je ne le savais pas, Ivy et Clarence ne me l'avaient jamais dit. Ce que j'ai bien reçu, c'était une lettre de Maître Grayson, l'avocat de Lorraine. Il est arrivé dans un costume anthracite et d'une voix douce, portant une enveloppe scellée et un mince dossier de documents juridiques. Votre grand-mère m'a demandé de vous remettre ceci personnellement, au cas où il lui arriverait quelque chose avant qu'elle ne puisse vous parler directement. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre écrite de la main de Lorraine. Elle expliquait tout. Ma mère biologique avait été sa nièce, Caroline, âgée de seulement 18 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Le père avait disparu. Lorraine a proposé une solution, l'adoption au sein de la famille. Son fils, Clarence, et sa femme, Ivy, avaient des difficultés à concevoir. Cela semblait être le destin. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'Ivy tomberait enceinte de Delilah quelques semaines seulement après m'avoir ramené à la maison. 2 nourrissons, l'un à eux, l'autre non. Lorraine avait vu la distance grandir au fil des ans. Elle avait confronté Clarence à ce sujet plus d'une fois. Il promettait toujours de faire mieux. Ils ne l'ont jamais fait. L'adoption avait été entièrement légale, chaque papier déposé, chaque document signé. J'étais la leur en nom et en droit. Ils savaient. Mais savoir et accepter ne sont pas la même chose. Maître Grayson a glissé une seconde enveloppe sur la table de chevet. Ils ont déposé une demande de mise sous tutelle d'urgence, a-t-il dit.
Ils prétendent que vous êtes mentalement inapte à gérer la succession de Lorraine. J'ai fixé le nom sur la requête, Evelyn Monroe, défenderesse. Ils m'avaient laissé mourir, et maintenant ils essayaient de prendre ce qu'elle m'avait laissé non par amour, mais par pouvoir. Mais ils ne connaissaient pas la lettre, ni ce que j'allais en faire. J'ai retrouvé des forces, plus vite que quiconque ne l'attendait. La douleur était toujours là, mais elle ne me possédait plus. Mes pas étaient lents, mon bras toujours en écharpe, mais j'avais quelque chose de plus grand que le rétablissement qui me motivait, la vérité. La maison de Lorraine, ma maison, était encore en cours d'homologation successorale, mais j'y avais accès. Maître Grayson s'en est occupé. J'ai engagé une entreprise de sécurité pour changer les serrures et installer des caméras dans chaque pièce. Vous pourrez la surveiller à distance, a dit le technicien. C'était le but. Ensuite vint la lettre. Il m'a fallu 3 brouillons pour la perfectionner. Le premier était trop en colère, le second trop clinique. Le troisième était ce dont j'avais besoin, une déclaration, pas une confrontation. Je n'avais pas besoin qu'ils ressentent du remords, j'avais besoin qu'ils voient ce qu'ils avaient fait dans un miroir qu'ils ne pouvaient pas briser. J'ai inclus des copies du rapport hospitalier, la preuve légale de mon adoption, et la lettre de Lorraine. J'ai ajouté une ligne, les caméras enregistrent. Le jour où les Monroe sont arrivés, j'ai regardé depuis l'appartement de Noah. À précisément 19h07, la voiture d'Ivy s'est garée dans l'allée. Clarence est sorti le premier, vérifiant sa montre. Delilah s'est attardée derrière eux, ses yeux balayant le porche comme si elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Ils ont essayé la porte d'entrée. Fermée à clé. Ont appelé un serrurier. Ont signé une décharge. Sont entrés comme s'ils en étaient les propriétaires. Clarence est monté à l'étage. Ivy s'est dirigée droit vers le cabinet à porcelaine. Delilah est restée immobile dans le couloir jusqu'à ce que son regard se pose sur l'enveloppe qui attendait sur la table de la salle à manger. Ivy l'a ouverte. En lisant, son visage s'est vidé de ses couleurs. Clarence est descendu avec un vase à la main, a jeté un coup d'œil au papier et est devenu rouge. Delilah a lu par-dessus l'épaule de sa mère. Son expression n'a pas changé, elle s'est effondrée. J'ai tout regardé en temps réel. Pas de son, juste du mouvement. Le moment où la performance s'est fissurée. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que la vérité n'avait pas besoin de crier pour être entendue. Le message est arrivé 3 jours après qu'ils aient lu la lettre. Delilah, on peut parler? Juste nous. Je ne savais pas, Evelyn. Je jure que je ne savais pas. J'ai fixé l'écran longtemps avant de répondre. Demain. 10h du matin. Cambridge Street Café. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table d'angle, 2 cafés devant elle. Elle s'est levée quand elle m'a vu, puis s'est rasseoir maladroitement. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans. Tu le prends toujours noir avec un sucre, a-t-elle dit en poussant une tasse vers moi. Oui. J'ai pris une gorgée et j'ai attendu. Je ne sais pas par où commencer, a-t-elle admis. Ce qu'ils ont dit à l'hôpital. Je n'arrive pas à y croire, mais ils l'ont fait. Je sais. J'ai vu les images et la lettre. Elle a fait une pause, baissant les yeux. Je crois qu'une partie de moi a toujours su que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas le voir. Je me disais que tu étais simplement plus indépendante. Qu'ils étaient plus durs avec toi parce que tu étais plus âgée, ou... Je l'ai laissé s'asseoir dans le silence. Elle n'a pas essayé de le combler cette fois-ci. Je suis désolée, a-t-elle dit finalement. De ne pas avoir posé de questions. D'être restée silencieuse quand tu avais besoin que quelqu'un dise quelque chose. J'étais leur enfant prodige. Je ne voulais pas perdre cela. J'ai hoché la tête lentement. Petit pas, Delilah. C'est tout ce que je peux offrir pour l'instant. Je les prendrai, a-t-elle dit. 2 semaines plus tard, elle a emménagé dans l'aile de Lorraine. Elle a dit que c'était temporaire. Je n'ai pas demandé d'échéancier. Les Monroe ont tenté un dernier coup désespéré, une action en justice pour détresse émotionnelle, alléguant que la lettre et les images les avaient diffamés, ruinant leur position dans la communauté. Cela est allé au tribunal. Le juge l'a rejeté sans recours, qualifiant cela de tentative de faire taire une vérité documentée. L'histoire a fait la une des journaux locaux. Anciens collègues, amis du club de campagne, voisins, leurs visages ont cessé d'apparaître dans le journal local. Leurs noms ont disparu des listes de bienfaisance. Finalement, ils ont déménagé en Floride.
Pas d'adieu, pas d'excuses. Mais je n'en attendais plus. Delila a apporté le dîner la nuit où le verdict est tombé, des plats à emporter du restaurant thaïlandais que Lorraine aimait tant. Elle a posé le sac sur le comptoir, a jeté un coup d'œil à l'enveloppe de documents judiciaires encore scellés, et a souri faiblement. Félicitations, a-t-elle dit. Pourquoi, ai-je demandé. Pour en avoir enfin fini avec eux. J'ai regardé les espaces vides où les Monroe vivaient dans mon esprit et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Le bruit s'était tu. 1 an plus tard, la salle à manger brillait de la manière dont je me souvenais de mon enfance chaleureuse, dorée, bourdonnant de voix douces et du tintement de l'argenterie. La table était de nouveau pleine, non pas de personnes auxquelles je devais allégeance par la loi ou le sang, mais avec celles qui s'étaient manifestées quand cela importait le plus. Noah riait en face de moi, faisant tournoyer son vin et racontant une histoire de nos débuts de start-up, lorsque nous avons failli perdre notre premier client parce que je refusais d'accepter une faute de frappe dans la proposition. Céleste a levé les yeux au ciel et a passé le pain. Tu étais dans le coma et pourtant plus organisé que la moitié de l'hôpital, a-t-elle dit. Delila a souri du bout de la table, plus silencieuse que d'habitude mais sereine. Elle avait trouvé son propre rythme dans les laits. Ce n'était pas toujours facile, nous trébuchions encore sur de vieilles habitudes, mais les fondations étaient différentes maintenant, honnêtes, intentionnelles. Maître Grayson était là aussi, assis près de la cheminée. Il a regardé la pièce et a dit, Lorraine aurait aimé cela, surtout la compagnie. La maison avait été restaurée, plomberie mise à jour, peinture fraîche, un nouveau toit. Mais j'ai gardé les moulures d'origine, les planchers grinçants, le papier peint lavande dans le salon de lecture de Lorraine. Je voulais que cela ressemble à elle, à un souvenir, sans la douleur. À l'étage, mon bureau n'était plus rempli de prototypes de start-up. Il abritait maintenant des croquis et des notes pour un nouveau projet, Bridge Voice, un outil de communication pour les patients atteints de lésions cérébrales qui ne pouvaient pas parler mais étaient toujours conscients. Nous testions des schémas de suivi oculaire et des réponses neurales, tout ce qui pourrait aider les médecins à comprendre quand quelqu'un était encore là à l'intérieur. Je savais, ai-je dit un jour à Noah, que j'étais toujours là. Je ne pouvais juste pas les faire le voir. Maintenant, peut-être pourrions-nous aider quelqu'un d'autre à être vu. La nuit s'est poursuivie avec des secondes qui n'avaient pas à être gagnées, juste partagées. Delila m'a aidé à débarrasser les assiettes. Céleste est restée pour aider à emballer les restes. Grayson est parti d'un signe de la main, promettant de revenir le dimanche suivant. Noah m'a serré dans ses bras comme elle le faisait toujours, fort et avec certitude. Plus tard, quand la maison fut silencieuse, je suis sorti sur le porche. Des lucioles clignotaient paresseusement à travers la cour, comme elles l'avaient toujours fait quand j'étais enfant, recroquevillé à côté de Lorraine sur la balançoire. De la place pour une de plus, a demandé Delila derrière moi. J'ai hoché la tête, et elle s'est assise à côté de moi. Nous n'avons pas parlé.